Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Bienvenue à vous, 19h27 sur Sud Radio, les vraies voix de la politique, c'est jusqu'à 20h avec Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvatore. Bonsoir Frédéric Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous, à vos côtés José Espinosa, ancien cheminot et syndicaliste CGT. Bonsoir José Espinosa. Bonsoir. Bonsoir à vous. Climat très tendu entre Emmanuel Macron et son ancien Premier ministre Édouard Philippe. Un député La République En Marche va même plus loin. Au rythme où cela se désagrège, la rupture n'est pas loin, dit-il. Et la tension monte au-delà de la rivalité entre le chef de l'État et Édouard Philippe. Certains historiques d'En Marche voient d'un très mauvais œil les ambitions des derniers alliés, comme par exemple les derniers transfuges-LR, Éric Woerth ou encore Renaud Muselier. La droite, le centre et la gauche au sein de la majorité poussent également des coudes. Bref, une formation unique autour de Macron va être extrêmement compliquée. La majorité est-elle au bord de la fracture? C'est la question que l'on va se poser, que l'on va vous poser. 0826 300 300. J'attends vos réactions. Tiens, Frédéric Sinclair, je donnerai la parole juste après à José Espinosa. C'est vrai que ça a l'air compliqué de réunir tout ce beau monde, j'allais dire, tout ce petit monde. François Bayrou d'un côté, les historiques autour d'Emmanuel Macron. Je crois que Gabriel Attal aussi aimerait, entre guillemets, manger une part du gâteau. Il y a les nouveaux venus, ceux des LR. Je parlais de Renaud Muselier, d'Éric Woerth ou encore Christian Estrosi. Est-ce que, selon vous, le chef de l'État, il lui reste encore quelques semaines, est-ce qu'il va réussir donc à faire ce qu'il voulait depuis le départ, c'est-à-dire une formation unique pour créer une majorité le 17 juin prochain? Alors, pour créer une majorité, il n'y a pas besoin d'avoir une formation unique. On peut créer une majorité composite. Ça fonctionne assez bien. D'ailleurs, c'est ça qui lui a permis de garder sa majorité la dernière fois avec ses alliés LR, Agir. Donc, c'est les LR ralliés, mais pas complètement ralliés. Et puis Modem. On pourrait aussi imaginer que cette fois-ci, parce que malgré les tensions, Édouard Philippe a appelé sans détour à voter pour Emmanuel Macron les deux tours. Il a fait campagne pour lui à demi-mot. On a bien compris qu'il se place pour 2027 et que la question que vous avez posée ce soir, en réalité, on va se la poser tout le long du quinquennat. Parce que la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que obtenir une majorité, très probablement, vu le profil en plus des personnes qui vont voter, il n'aura pas trop de mal à l'avoir. En revanche, la garder tout au long du quinquennat avec les appétits qui vont s'aiguiser au fil du temps, puisque si la Constitution ne change pas, il ne pourra pas se représenter et donc il va falloir un successeur de l'intérieur ou de l'extérieur. On sent bien qu'il va y avoir des tensions croissantes et on sent bien qu'à droite, il est possible qu'il y ait une recomposition de tous ceux qui étaient compatibles et qui peut-être un jour ne le seront plus. Parce que finalement, commencer à planter les poignards dans le dos d'Emmanuel Macron, ça sera peut-être devenu plus bénéfique que de soutenir son action. Donc voilà, l'enjeu pour lui, c'est à la fois de fédérer, mais surtout d'arriver à s'inscrire dans le long terme, sachant que contrairement à 2017, il n'inspire plus ce vent de renouveau. C'est-à-dire que même si tout le monde le soutient, plus personne n'est illusionné par ce qu'est Emmanuel Macron. On l'a vu échouer tout au long de son quinquennat. Et les gens qui sont à l'intérieur de la majorité ont beau dire le contraire, ils sont aussi conscients des limites du personnage. Donc aujourd'hui, ça va davantage être de la tractation que de l'esbrouf. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Frédéric Sinclair, José Espinosa? Est-ce que selon vous, il aura une majorité, Emmanuel Macron? C'est vrai qu'en général, après une élection présidentielle, on conforte le président fraîchement élu. Et en général, en tout cas c'est comme ça depuis quelque temps, en général, il a une majorité. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas en 2022? Cette année donc? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que il a été élu de peu. Enfin, il a été élu. Certains disent mal élu, je crois qu'ils ont raison. C'est effectivement, il n'a pas une confiance massive sur son programme et sur ses objectifs. Il a même une défiance terrible pour lui. Le rejet de Macron est largement développé dans notre pays. Et je dirais même des fois, il y a de la rancœur contre lui. Ouais. Et je pense par exemple au mouvement des Gilets jaunes qui ont été matraqués souvent, comment dire, lors des manifestations. Mais... Ah oui. Et donc, oui, mais ces gens-là, vous savez, c'est une grande partie de la population. Et ils ont un soutien, puisque le soutien est encore présent à plus de 40% de la population. C'est-à-dire donc qu'il y a
il y a un rejet massif de la politique de Macron. Ouais. Alors, donc vous pensez que ça va se ressentir ça va se ressentir donc en juin prochain dans les législatives? Oui, parce qu'il a été élu parce que les gens qui ont voté pour lui au second tour l'ont fait pour éviter d'avoir Marine Le Pen. Voilà, mais c'est pas un accord et donc on va très rapidement voir de nouveau des manifestations d'opposition à cette politique. D'ailleurs, on l'a vu hier avec la manifestation du 1er mai, qui a été forte. Oui. Est-ce que donc, il y a tout ça. Alors, le monsieur qui a été interrogé, il explique très bien qu'il y a des dissensions à l'intérieur même de la majorité, c'est-à-dire que son quinquennat qui commence plus mal que celui qui avait été en 2017. Alors, il va avoir sur le dos les fractions de droite qui ne peuvent pas s'entendre entre elles parce qu'il y a des intérêts divergents, et il va avoir en face de lui une opposition que je qualifierais, pour aller vite, de gauche, mais qui est au sens large, une opposition qui va se structurer, qui est en train de se structurer, et qui, d'après les sondages, montre que ça sera la première force dans le pays. Oui. Voilà, donc, devant une telle situation, je le vois mal naviguer, il va naviguer à vue. On avait dit de Hollande que c'était le chef des pédalos, mais lui, ça va être pareil. Je crois que là, la situation va être difficile pour lui. Oui, Frédéric Sinclair, c'est vrai qu'il a raison, José Spinoza, même si il obtient une majorité, alors est-ce qu'elle sera relative, est-ce qu'elle sera absolue, on le verra, mais c'est vrai que ça va être très très difficile de gouverner dans ce climat. Alors je sais pas si ça va être un climat, ça va être comme ça encore pendant tout le quinquennat à venir. En tout cas, ce qu'on a vu hier, c'était un avant-goût. Et ce qui s'est passé hier, le 1er mai, ça laisse présager des jours difficiles pour le pays. Frédéric Sinclair, est-ce que vous pensez que c'est passager, puisque ça fait suite à l'élection d'Emmanuel Macron, et comme l'a dit José Spinoza, alors, on peut en débattre, est-ce qu'il a été mal élu ou pas? En tout cas, on sent qu'il y a une colère dans le pays. Est-ce que vous pensez que c'est juste passager, Frédéric Sinclair, ou qu'on va vivre un quinquennat de mouvements sociaux et de colère? Frédéric Sinclair. Alors, est-ce que c'est passager? Oui et non, c'est-à-dire que on se rend compte que c'est épisodique. C'est-à-dire que tous les mouvements sociaux, tous s'essoufflent, et les Gilets jaunes se sont essoufflés comme les autres, mais en même temps, c'est structurant. C'est-à-dire que la colère est là, elle ne disparaît pas, le mouvement de rue s'atténue parce que les gens, il faut quand même qu'ils aillent travailler, il faut quand même qu'ils retournent à leur vie. Les gens qui sont dans la rue, c'est pas des rentiers, donc le pain, il faut le gagner. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller manifester tous les jours. Par contre, la colère contenue, c'est-à-dire quand on est au café, quand on est au boulot, on en parle et puis on entretient au fur et à mesure des réformes qui déplaisent, on entretient cette colère-là. Donc oui, la colère, bien évidemment, qu'elle va continuer de croître. Et j'allais dire, le problème, c'est qu'elle grimpe des deux côtés. Elle grimpe sur les questions économiques du côté gauche, et elle grimpe sur les questions régaliennes, insécurité, islamisation, etc., du côté droit. Et donc, en réalité, il est pris en tenaille, Emmanuel Macron. Donc, sa majorité, aussi large qu'elle soit, il va quand même falloir qu'elle tienne compte de ce qui se passe dans la rue. Il ne va pas pouvoir nous rejouer le coup du grand débat national à la suite d'un mouvement bis des Gilets jaunes. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, qui est à mon avis très inquiétant, c'est, replongeons-nous rapidement, 1er décembre 2018, 8 décembre 2018. 1er décembre 2018, mobilisation massive de l'avis de CRS qui était présent sur les Champs-Élysées à 4 h du matin. On n'avait jamais vu ça. À 6 h, ils étaient déjà au contact des manifestants parce que c'était violent. À 17 h, les CRS devant l'Élysée disent, je crois que c'est l'Express qui avait reproduit ou RMC, qui avait reproduit un extrait où il disait si les Gilets jaunes poussent, ils rentrent. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tenir. 8 décembre, qu'est-ce qui se passe? L'Élysée en tient compte. Ils affrètent un hélicoptère pour exfiltrer le président en cas de manifestation encore plus massive. Il est possible que le mouvement qui ne s'est pas structuré politiquement la fois d'avant se structure politiquement cette fois-là. Donc, c'est-à-dire que la menace qui pèse sur la stabilité de l'État est encore plus grande. Je l'ai dit à différentes reprises à votre antenne, je suis extrêmement inquiet des fracturations sociales et identitaires
qui parcourt le pays. Emmanuel Macron, dans la façon dont il va gouverner, avec sa majorité, qu'elle soit plurielle ou pas, va devoir en tenir compte. Ouais. Muriel est avec nous, elle nous appelle de Béziers, 0826 300 300. Bonsoir Muriel. Eh ben, bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Je vous présente Frédéric Sinclair, Josier Espinoza, nos vraies voix de la politique ce soir. Bon, très bien. Alors dites-nous Muriel. Je pencherai plus pour la personne qu'on vient d'entendre. Oui, Frédéric Sinclair, oui. Voilà. Moi, je dirais que pour se faire élire député, actuellement, n'importe quel parti est prêt à faire n'importe quoi. Surtout du côté centre droit et droite. De façon, alors oui, il aura une majorité, mais par contre, elle sera bancale parce que d'abord, il supporte plus Édouard Philippe, même s'il donne l'image. Oui, je te soutiens, oui, ceci. Attention, faut pas oublier qu'Édouard Philippe a été très très haut dans les sondages face aux Français. Ça a été un ministre très apprécié. Il est toujours très populaire, hein, Édouard Philippe. Voilà. Ouais. Et ça, Macron déteste ça, qu'on soit meilleur que lui. Voilà. Donc déjà là, ça va coincer. Et s'il obtient, lui, pas mal de députés, plus les autres, oui, ça va être très très difficile. On s'annonce dans des jours. Par contre, je ne crois strictement pas à une opposition qui va prendre beaucoup de voix. Voilà, parce que les gens, ça a toujours été depuis des années, on donne quand même une majorité à la présidentielle. Voilà. Alors justement, on va poser la question à Frédéric Sinclair. Est-ce qu'il n'y aura pas une exception cette année, Frédéric Sinclair? Est-ce que tous ceux qui, par exemple, en tout cas ceux qui ont voulu faire barrage à Marine Le Pen, mais qui ont voté donc Macron, c'était pas un vote d'adhésion, voilà, c'était un vote plutôt pour éliminer la candidate du Rassemblement National. Est-ce que ceux-là ne vont pas justement aller voter pour, alors peut-être pas pour qu'il y ait une cohabitation, mais en tout cas pour ne pas donner une majorité au chef de l'État? Est-ce qu'il n'y aura pas moins d'abstention à cette élection législative en 2022 qu'il y a 5 ans pour cette raison, Frédéric Sinclair? Je suis pas certain. Je suis très. L'abstention était quand même relativement forte au second tour. Je suis pas certain qu'on arrive à avoir une mobilisation massive lors des législatives. Ouais. Je me prononce vraiment avec beaucoup d'humilité sur cette question-là. Il m'est très difficile d'arriver à diagnostiquer finalement les forces vives du pays. En revanche, ce qui se passe, qui est positif dans le sens d'une opposition consistante, c'est cette union des gauches qui est en train de se former. C'est quand même historique, il faut le dire. Ces ralliements autour de Jean-Luc Mélenchon, ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet politique de Jean-Luc Mélenchon, il fédère aujourd'hui un certain nombre de courants politiques autour de lui qui ont pris acte de sa supériorité au scrutin présidentiel et qui se disent il faut que la démocratie s'exprime dans le Parlement et donc qu'on fasse les pas nécessaires. Et je trouve que ça, c'est plutôt positif et donc c'est plutôt à saluer. Est-ce que ça va durer? Alors c'est notre prochain débat juste après la pause, mais on peut en parler quelques minutes. Est-ce que ça peut durer selon vous, Frédéric Sinclair, cette union de la gauche après les législatives? Est-ce que ça va pas s'effriter au fil du quinquennat? Mais si, bien sûr que ça va s'effriter. Mais encore une fois, l'enjeu est autre. L'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu d'opposition. Et puis, ce qui est intéressant dans les mécaniques d'opposition, lorsqu'elles sont massives, encore une fois, je ne suis pas certain que la participation soit massive et donc que cette opposition soit à la hauteur de l'enjeu. Mais si c'était le cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même se retrouver sur un certain nombre de questions pointues, spécifiques. Et donc, c'est là qu'il va falloir regarder le jeu parlementaire d'un tout petit peu près. Bon, bref, je crois quand même que malheureusement, on se dirige vers une reconduction plutôt binaire sur le mode de ce qu'on a vu le quinquennat précédent. Ouais. Muriel, sans vous demander pour qui vous allez voter, mais en tout cas, est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent, et même si ce n'était pas votre candidat, donner une majorité au président de la République pour qu'il puisse mener à bien son quinquennat, ou alors vous faites partie de ceux qui, au contraire... Je me suis jamais caché. Je suis une LR, mais la LR convaincue depuis des années. Moi, je continuerai à voter LR, et les LR resteront les LR. Après, comme ils ont dit, si c'est bien, on votera. Si c'est pas bien, on votera contre. Voilà. Mais je ne crois strictement pas comment on peut
se rattacher à Mélenchon, un extrémiste de gauche, moi, il y a des trucs mais ça me révolte que les socialistes puissent trouver des accords. Alors Muriel, je vais juste donner la parole à José Espinosa qui est avec nous, ancien gilet jaune. Hein, José Espinosa, on l'avait reçu à l'époque des manifestations, syndicaliste CGT. Et alors vous, c'est pas un secret, hein, José Espinosa, vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon. Vous soutenez l'Union populaire. Qu'est-ce que vous répondez à Muriel, José Espinosa? Je trouve que je pense qu'elle est dans son rôle. Elle défend les positions de droite. C'est son droit. Nous, on défend des positions complètement opposées. C'est-à-dire, nous, on est pour un programme qui amène la retraite à 60 ans. On est pour une augmentation du SMIC sensiblement forte, c'est-à-dire à mettre le SMIC à 1 400 €. On est pour développer les services publics et non pas les contracter. On est pour une 6e République. On est pour un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire on est pour tout un tas de revendications qu'effectivement la droite combat depuis toujours. C'est donc, on est dans notre rôle, on défend nos positions. Ce qui est aujourd'hui différent d'avant, c'est que la majorité de la population soutient ces revendications-là. Alors, est-ce que ça va se traduire par le vote? Je l'espère. Mais ce n'est pas sûr. Je crois que Frédéric expliquait très bien que on ne sait pas encore si l'électorat va se déplacer ou pas. Ouais. Mais je souhaite qu'il se déplace et si on arrive à faire voter, parce qu'il y a eu environ 13 millions de personnes qui se sont abstenues. Eh bien, si dans ces 13 millions, il y en a 2 ou 3 millions qui se déplacent et qui vont voter, on pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voter pour le programme que porte la candidature de Jean-Luc Mélenchon, soutenue par l'ensemble des forces socialistes, communistes, écologistes, etc. Ouais. Merci Muriel, merci Muriel d'avoir participé à notre débat. Dans un instant sur Sud Radio, on commençait à en parler de cette union de la gauche. La fin du Parti Socialiste a-t-elle sonné? C'est la question que l'on vous pose. Vous votez sur les réseaux sociaux, puis vous faites comme Muriel. Vous nous appelez au 0826 300 300. La fin du PS a-t-elle sonné? On en débat dans quelques minutes avec Frédéric Sinclair et José Espinosa. On revient très vite. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix de la politique ce soir, c'est jusqu'à 20h avec le politologue Frédéric Sinclair qui est avec nous. José Espinosa, ancien cheminot, syndicaliste CGT. Le Parti Socialiste, toujours à l'heure actuelle en négociation avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Alors qu'Europe Écologie Les Verts a conclu un accord pour les législatives. Le PS déchiré entre les Antilles et les pro-Mélenchon. Le parti est mort, c'est ce qu'a déclaré Stéphane Le Foll. Olivier Faure veut brader l'histoire du PS pour 20 députés. Voilà ce qu'a déclaré le maire du Mans. Est-ce qu'il a raison? La fin du PS a-t-elle sonné? C'est la question que l'on vous pose. Pour cette dernière partie des vraies voix de la politique, vous votez comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, et puis vous nous appelez au 0826 300 300. J'attends vos réactions. Avant de donner la parole à José Espinosa, j'aimerais avoir l'avis de Frédéric Sinclair. C'est vrai que le Parti Socialiste, alors brader son histoire pour 20 députés, c'est plutôt bien résumé, Frédéric Sinclair, non? Disons que c'est une punchline qui est efficace. Ouais. Ensuite, est-ce qu'elle a grand sens? Je ne suis pas certain. En fait, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs façons de mourir ou de ne pas mourir pour un parti politique. Il y a plusieurs façons de se renier et de ne pas se renier. C'est-à-dire que si on ne regarde que les accords de parti, on finit par oublier les courants structurants de la vie politique qui se situent au niveau des idées. La vraie question qui se pose à travers le Parti socialiste, c'est qu'est-ce qu'il est en train d'advenir de la social-démocratie? Est-ce que la social-démocratie a encore des réponses à apporter à notre monde tel qu'il est aujourd'hui? Je vous rappelle que le Parti socialiste a évolué pendant la deuxième partie du XXe siècle, peu à peu, vers une forme de gouvernement bourgeois. C'est-à-dire qu'il s'est rallié au modèle capitaliste, internationaliste, mondialisé, néolibéral. Il s'en est rallié peu à peu. Alors à chaque fois en disant mon ennemi c'est la finance, mais à chaque fois en faisant les pas nécessaires vers la finance qui ont enrichi les plus grands au détriment des plus petits. Donc il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, il se restructure une offre politique alternative, que ce soit au travers
du Parti communiste, des Verts ou de la France insoumise, qui offrent à ces petits-là, justement, une vision différente du monde. Alors, chacun avec ses spécificités, mais malgré tout, qui soit alternative à ce que la social-démocratie a pendant longtemps prôné. Et puis, il y a l'autre question qui, aujourd'hui, vraiment fracture la gauche. Et ça, c'est une nouveauté. Parce que cette question, elle commence à faire à peu près l'unanimité à droite, y compris chez les libéraux. Mais à gauche, ça divise. C'est quoi? Et c'est la question du burkini. C'est la question de l'indigénisme, c'est la question du rapport de Jean-Luc Mélenchon à Assa Traoré, c'est la question du rapport de Jean-Luc Mélenchon à la manif contre l'islamophobie, où il y avait des islamistes notoires, c'est la question du rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et la question épineuse, s'il en est, du genre, c'est-à-dire qui traverse la société à travers les combats LGBT des minorités. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces questions-là à gauche. Et pendant longtemps, ça a été un tabou. Et aujourd'hui, on ne peut plus mettre un voile pudique sur ces questions parce qu'il faut s'en emparer, parce qu'aujourd'hui, faire comme Éric Piolle et voter pour le burkini dans les piscines, ça pose un problème à un certain nombre de féministes de gauche historiques. Et donc, il va falloir trancher ce débat. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour la démocratie. Ouais. Tiens, vous êtes d'accord avec Frédéric Sinclair, José Espinosa avec la première partie. Mais ce qui m'intéresse, c'est sur cette deuxième partie. Voilà, Mais la deuxième partie, je dirais simplement que ça divise tout le monde. Ça divise pas qu'à gauche, ça divise. D'accord, mais vous qui clairement avez voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui soutenait l'Union populaire, quel est votre avis sur ce sujet, sur ce que vient d'évoquer Frédéric Sinclair? Quelle est votre position? Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce sont des sujets qui divisent tout le monde pour le moment, et surtout qui sont mis en avant pour diviser les gens. Parce que, évidemment, ce qui est intéressant pour les peuples, c'est de se rassembler, parce que la plupart des Français, ils veulent apaiser une société plus apaisée et une société plus unie, plus soudée. Or, si on veut cette société-là, il faut aller au-delà de ces divisions factices. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se rassembler sur des grands objectifs en tous les cas, que le programme porté par Mélenchon a mis en avant. C'est-à-dire cette harmonie entre les gens et la nature, cette société plus solidaire, plus humaine qu'il faut mettre en avant. Je crois que si tout le monde était pétri de cette envie, eh bien la société se porterait mieux et on avancerait plus vite. Voilà. Alors, les questions sur le burkini sont des questions que, effectivement, j'ai entendu l'information ce matin, Éric Piolle a mis sur le devant de la scène. À mon avis, c'était pas la question, et ce n'est pas la question centrale de la société aujourd'hui. Chacun va se baigner comme il veut. Pour moi, c'est pas un problème. Ouais, c'est votre avis. Frédéric Sinclair, bien sûr, en se ralliant en Mélenchon, le PS a plus à gagner ou à y perdre, selon vous, Frédéric Sinclair? Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est sur l'avenir des partis politiques. Je crois que la situation, et le Parti socialiste, mais il n'est pas seul, le Parti communiste et d'autres partis n'ont pas vu les changements qui sont intervenus dans la société. Et aujourd'hui, l'histoire n'est plus portée par les partis, elle est portée par ce qu'on appelle les mouvements. Et il faut qu'on réfléchisse, et je crois que là, je reconnais à Jean-Luc Mélenchon cet apport intellectuel qu'il a amené sur l'idée d'un mouvement dans lequel se retrouvent des gens de diverses opinions, mais qui peuvent cohabiter ensemble et travailler ensemble à mettre en place une politique cohérente pour notre pays. Voilà. Et ça, les socialistes, les communistes et d'autres ne l'ont pas vu. C'est pour ça qu'ils ont eu un résultat aussi décevant pour eux lors du premier tour de la présidentielle. Voilà. Alors, est-ce que les partis disparaîtront? Probablement pas pour tous les cas. Peut-être ils réapparaîtront dans des formes autres dans des années. Mais ce qui est intéressant, c'est le présent. Dans le présent, je crois qu'aujourd'hui, la place est au mouvement, à un mouvement qui rassemble les gens et qui fait appel à leur conscience. Parce que c'est la conscience des gens qui permet d'agir. Voilà. Je vois les choses comme ça. Alors, Frédéric Sinclair, il y a 5 ans, la gauche avait tout.
le pouvoir. François Hollande était à l'Élysée. La gauche avait les mairies, les départements, les régions. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Est-ce que François Hollande a une grande part de responsabilité dans cet échec et dans cette quasi-disparition de la gauche? Oui, il a malheureusement fracturé la gauche de la même façon que Nicolas Sarkozy a fracturé la droite. C'est-à-dire que les deux grands partis de gouvernement alternatifs qu'on avait coutume de comparer finalement au camp républicain et au camp démocrate aux États-Unis, eh bien, ont été tués par les champions des deux camps sur 2 quinquennats successifs, ce qui a à la fois ouvert un espace au centre pour une recomposition autour d'Emmanuel Macron, mais ce qui a rejeté sur les extrêmes la gauche et la droite. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est dans une situation complexe, c'est-à-dire que son héritage historique est très fort, plus on remonte dans le temps et plus il est ambitieux. Et puis plus on se rapproche de notre époque et plus l'ambition rétrécit jusqu'à aujourd'hui ne plus représenter rien du tout. Imaginez qu'il s'est rallié à Anne Hidalgo, avec l'échec aujourd'hui qu'on connaît, il s'est rallié à Anne Hidalgo sans même consulter personne, comme un seul homme. Et donc, ça, quelque part, il y a même son rapport à la démocratie qui a été bafoué dans cette façon de faire. Donc quoi? On a un François Hollande qui en 5 ans se fait traiter de tous les noms parce qu'on lui reproche d'avoir trahi ses idéaux de gauche, et puis qui a fracturé en plein quinquennat son parti, qui a été empêché par son propre parti de se représenter et de candidater une deuxième fois. On ne peut pas imaginer que ce parti-là soit en position de force aujourd'hui. La position qui est la sienne est une position tout à fait naturelle. Ce que sera à l'avenir la place du PS revient à poser la question que j'ai posée préalablement. Quelle sera la place de la social-démocratie à l'avenir? Mon avis, c'est qu'elle est morte. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y aura un accord selon vous? On nous dit qu'il est imminent. Olivier Faure est dans une situation très compliquée puisque et il y a beaucoup de ténors au Parti socialiste qui sont contre cet accord. Est-ce que vous pensez qu'il va, en un mot, il nous reste 1 minute, est-ce que vous pensez réellement qu'il va aboutir, Frédéric Sinclair, cette nuit? Est-ce qu'il va être conclu cet accord entre le Parti socialiste et la France insoumise? De toute façon, quoi qu'il arrive, le parti va mourir, c'est-à-dire va disparaître de l'échiquier politique. Si jamais il y a un accord, il aura au moins le bénéfice d'apparaître comme celui qui a essayé de fabriquer une union de la gauche. Merci à vous Frédéric Sinclair, merci d'avoir débattu avec nous, politologue, auteur de ce livre, La refondation de la droite, c'est aux éditions Salvatore. Et puis j'aimerais remercier José Espinosa qui est avec nous, ancien cheminot et syndicaliste CGT. Merci à vous José, c'était un plaisir. Merci. Dans quelques instants, restez avec nous, c'est le Loft Musique.